Bonsoir tout le monde. Je vais remercier d'abord David de m'avoir autorisé à venir parler à un talk. Ça me fait super plaisir. Ça faisait longtemps qu'on en avait parlé. Donc voilà, je te remercie David. Merci à Talent Labs pour les pizzas, la bière et l'accueil. Merci, c'est sympa. Et puis merci à vous d'être venus nombreux ce soir. Donc, ce soir, mon talk, il y aura une petite introduction sur qui je suis, etc. Pourquoi j'utilise Elasticsearch ou pourquoi il faut continuer à l'utiliser. J'ai une grosse partie sur la classification automatique. On regardera ensemble comment chez Bypass on a fait sur certaines parties pour classifier des documents. Et ensuite, ça répondra à une question qu'on a eue tout à l'heure sur comment intégrer un dashboard Kibana dans une iframe d'une application. Et puis à la fin, une petite séquence de questions-réponses s'il y a des choses qui n'ont pas été claires. Donc me concernant, moi c'est Xavier Fag, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Sur Discus, c'est le forum de discussion où vous pouvez venir poser vos questions si vous avez des problèmes. Et puis moi je suis développeur Java, senior Java, et j'ai rajouté Search Architect parce que j'ai quand même une grosse passion pour l'utilisation d'Elasticsearch et comment mettre en place le cluster, etc. Et une solution de recherche à l'intérieur de produits. Je travaille chez Bypass, c'est une solution de Sales Intelligence. C'est plutôt à destination des commerciaux. L'idée, c'est d'offrir à des commerciaux une solution pour trouver des liens entre les personnes, puisqu'on a en fait une très grosse base de contacts. Donc voilà. Alors, j'ai juste une petite question. Qui utilise déjà Elasticsearch? Voilà, pour un peu faire le point. OK, donc ceux qui ne l'utilisent pas sont pas très nombreux. Sur cette première partie, je vais essayer de passer un peu plus vite parce que vous avez vos raisons, mais je vais juste essayer de lister pourquoi moi j'en suis venu à Elasticsearch et donc comment je faisais avant. Donc aussi loin que je remonte il y a 20 ans, j'ai pas l'impression qu'on faisait vraiment du search dans les applications, les gens saisissaient de la donnée, poum, c'était stocké, il n'y avait pas de recherche. Après, j'ai travaillé dans une petite startup où on n'avait pas beaucoup de produits, genre 200 000, et on faisait des requêtes SQL avec des OR, des likes, puis ça allait bien. Mais quand on a commencer à recevoir des grosses bases type Amazon, les CD, les DVD, on s'est vite rendu compte qu'avec du MySQL, ça passait plus, quoi. Donc en interne, j'avais des gens moi qui utilisaient Sinequa, c'est un moteur français, je crois. C'est payant et puis ça n'a pas trop répondu à mes besoins, j'arrivais pas trop à comprendre comment ça fonctionnait. Ça, c'était aux alentours de 2007. Et c'est la première fois où j'ai cherché un peu ce qu'il y avait sur le marché. Il y avait Lucent, il y avait Solaire, etc. Puis là, il y avait Elasticsearch, ça devait être la version 0.9 ou 0.93, quelque chose comme ça. Moi, j'ai testé, j'ai mis mes produits dedans, j'ai recherché, ça a marché. Je me suis dit, waouh, c'est cool, je vais continuer avec ça, quoi. Ensuite, je suis passé dans une autre startup. Eux, ils faisaient du PostgreSQL, donc ils faisaient du full text, le T-Search. Puis ils avaient aussi de la recherche géolocalisée. Mais bon, là, avec la volumétrie énorme, on s'est aussi rendu compte que ça ne marchait pas trop. Donc moi, je leur ai dit, je connais un produit, c'est pas mal, ça marche bien. Si vous voulez, je réécris l'interfaçage et puis on teste. Bon, finalement, on a basculé sur Elasticsearch. Et en 2005, je suis arrivé chez Bypass, ils avaient utilisé Sphinx. Donc on avait à cette époque-là une petite base de contacts, quoi. Et on savait qu'on allait déverser dedans une volumétrie assez conséquente. Et du coup, je leur ai dit, moi, avant, j'ai fait de l'Elasticsearch, ça marche plutôt bien. Là, on a des problèmes d'indexation, on a tout qui tombe. Si vous voulez, j'enlève et je réécris, et puis on va voir. Et puis en fait, depuis 2005, on utilise Elasticsearch et on a bien fait parce qu'on a pu scaler et remplir la base de produits, quoi. Alors pourquoi moi j'ai choisi Elasticsearch et pourquoi je vous encourage aussi à le prendre si vous ne l'avez pas et à continuer si vous l'avez déjà. Moi, il y a plusieurs. Le premier truc, la première fois que je l'ai fait, c'est l'effet waouh. J'ai mis tous mes produits dedans, j'ai fait une recherche en 20 millisecondes, pouf, alors que mes requêtes SQL, elles partaient, ça faisait tomber le serveur. Tout de suite, là, je me suis dit, et en fait, ce truc-là, à chaque fois, j'ai le même effet, quoi. Bon, ça nécessite après un peu de tuning, mais quand même, en général, par rapport à du SQL, c'est quand même, ça n'a rien à voir. C'est facile à installer, à déployer. On peut vite se mettre un nœud sur un serveur, sur un PC, comme toi. Enfin, nous aussi. On en met un, et puis en prod, c'est quand même relativement facile de mettre en place un cluster avec plusieurs nœuds, etc. Ça ne demande pas des compétences extraordinaires.
Ça vient avec plein de choses, des analyseurs, des tokenizers, on va en parler après, des plugins, il y a plein de choses autour, c'est hyper fourni comparé à un moteur de recherche SQL, bon, bah, il n'y a pas photo. Il y a un super moteur de requêtes, donc ça, on peut pas, avec plein de choses dedans, les requêtes booléennes, la géoloc, enfin tout ce qui vient avec, on ne va pas faire le listing. Et puis il y a toute la stack Elasticsearch aussi qui vient avec, donc nous on utilise aussi Logstash pour parser les logs de notre appli, on met ça dans un index, puis on a un Kibana avec un dashboard, on peut monitorer. Quand on fait une livraison, on voit le lendemain si les logs partent en flèche, c'est que on a ralenti quelque part une requête ou du traitement, etc. Donc on monitore notre application comme ça. Donc voilà pourquoi les différentes raisons, moi, qui m'ont toujours poussé à utiliser Elasticsearch. Et j'ai une réflexion à vous faire. J'avais regardé un talk que quelqu'un avait fait, mais par contre, j'ai pas son nom. Et il disait quelque chose qui était un peu ça, c'est-à-dire que souvent, par exemple, au cours de notre vie de développeur, on utilise des outils et on change d'outil. Alors je vais prendre un exemple, on avait besoin de cache, on avait mis du même cache-D. Puis après on se dit ah ouais mais il marche pas super bien, on peut pas faire du cluster, on va changer, on va mettre du Redis. Bon on a changé, même cache-D Redis. J'ai fait du MySQL, j'ai fait du PostgreSQL et d'autres choses comme ça. On est toujours un peu en train de changer pour trouver la techno qui répond à nos besoins. Et en fait, sur les 10 ans qui sont passés, la vérité, c'est que j'ai toujours changé d'un truc pour Elasticsearch, mais je ne suis jamais revenu en arrière en me disant tiens, je vais le remplacer parce que ça ne répond pas à mes besoins. Et donc ça, je trouve que c'est plutôt positif parce que ce n'est pas le cas de tous les outils. Voilà, je voulais partager avec vous cette réflexion. Et puis, il y a aussi donc une excellente documentation et la communauté dont on a parlé sur Disqus. Bon, la documentation aujourd'hui, elle est super fournie, mais il faut rentrer dedans, quoi. Et il y a plein de choses à apprendre. Ok, donc voilà pour l'intro. Donc là, je vais passer sur la partie classification automatique. Donc comment chez nous on utilise ça, on a vraiment des grosses volumétries, on va voir ça après. Et on a besoin de faire des requêtes sur des champs bien particuliers, avec des données très particulières. Donc on a essayé d'être un peu malin pour avoir des requêtes qui soient hyper performantes. Juste avant, je vous présente vite fait, nous, la stack. On est dans une startup, on n'a pas une stack de fou, on a essayé de rester assez sobre. On a des serveurs Tomcat, on a un petit, enfin pas un cluster, mais quelques MySQL. On a un serveur de processing qui passe son temps à répliquer de l'information. On a dans le cluster aussi des Kibana et un annuaire de directory. Nous, on ne fait pas du temps réel, on n'est pas du bancaire, de la blockchain ou quoi que ce soit. Donc on peut se permettre de réindexer des données. Alors on fait un full tous les week-ends. Alors on a des grosses requêtes SQL, ça part pendant 12 heures. La requête SQL, puis après ça balance tout dans Elasticsearch. Et on fait des incrémentaux tous les soirs. Donc voilà, on a une petite stack comme ça, quoi. Alors le use case. Chez Bypass, on a des profils qui viennent d'un peu partout sur le web. LinkedIn, Viadeo, Crunchbase, Xing, n'importe quoi. Ces gens-là, vous pouvez déclarer que vous travaillez dans telle ou telle société. Et puis vous avez aussi ce que nous on appelle un intitulé de poste. Je suis senior Java développeur, ou je suis assistante de direction, je suis CTO, peu importe. Donc les gens, ils mettent un texte qui est libre, puisqu'ils ont saisi ce qu'ils voulaient. Nous, le use case, c'est de reconstituer un organigramme de société, donc c'est-à-dire que les gens puissent voir dans le commercial qui va l'utiliser, puissent voir la société représentée sous une forme de pyramide. Et donc le travail que l'on devait faire, c'était être capable de classer dynamiquement. Les gens, ils vont plutôt être dirigeants, comme là on voit le dirigeant d'Elasticsearch, ou alors ils vont plutôt être donc les différents niveaux, il y a 5 niveaux, là j'en affiche que 4, mais directeur, etc. En fonction de leur intitulé de poste, et dynamiquement, il faut que les gens viennent se positionner dans la pyramide. Donc chez Elasticsearch, là aujourd'hui vous êtes 1200, mais chez 1500. Mais bon, chez Microsoft, ils sont 200 000, donc il faut aller, ou chez Google, ou des choses comme ça, il y a vraiment énormément de profils. Donc, il faut réussir, pareil, à reconstituer cette pyramide en venant positionner les gens dedans. Les 3 autres petits points qu'il y a, c'est qu'il faut être capable de les trier par... donc là, ils sont triés, ce que nous, on appelle le niveau hiérarchique. Donc, on y reviendra plus tard. Il y a aussi le secteur d'activité, l'IT, la communication, la finance, la stratégie, les ventes, etc. Donc, toujours à partir de l'intitulé du poste, comment on va pouvoir mettre la bonne personne dans le bon secteur d'activité. On a après un filtre de région qui n'est pas déployé, mais on a toutes les régions du monde. Donc le gars qui va utiliser peut dire moi je vais prendre que ceux qui sont en France, ou alors dans le 92, le 27 et le 59, quoi.
donc avec un niveau assez fin de détail, ou aux US, une région des US, l'Angleterre, etc. Donc tout ça fait que ça fait des critères, et quand il rafraîchit, on lui rafraîchit son organigramme pour l'appliquer, toujours pareil, à la pyramide. Et éventuellement, il peut mettre des mots-clés, et avec aussi dire est-ce que la personne est là depuis moins d'un an ou plus d'un an. Donc ça, c'est le use case. Il faut que ce soit assez dynamique, il faut que ce soit rapide, parce que quand la personne appuie, moi je prends ceux qui sont dans l'IT aux États-Unis et qui valident, en mettant un mot-clé, ceux qui utilisent Elasticsearch, il ne faut pas qu'il attende 3 jours pour qu'on lui restitue l'organigramme. Rien n'est précalculé dans l'organigramme. Les organigrammes, à la limite, ils sont en cache pour 30 minutes, mais les choses ne sont pas calculées. Donc voilà comment on va essayer de résoudre le problème de classer les gens dans l'organigramme. Alors, la première chose à faire, quand moi j'utilise Elasticsearch, c'est de voir comment sont faits les datas et d'utiliser les mappings. Parce que les mappings, c'est ce qui va décrire comment vous allez stocker vos données dans Elasticsearch. Donc ça a vraiment besoin d'être super précis. C'est vraiment de la haute couture. On va détailler qu'est-ce que je prends, est-ce que je prends. Donc là, on a pour le premier un type tout bête, on va mettre un long, parce qu'on sait que c'est l'ID dans notre base MySQL qui identifie la société. Ok, pas de problème. Après, on a d'autres champs, les noms, les prénoms, les adresses, comme tu avais. Et puis, on peut avoir des expériences aussi en nested. Et on a aussi, pour chaque expérience qui est justement en nested dans le document, on va pouvoir définir. Donc nous, on a fait plusieurs champs. On a fait un champ qui va définir la hiérarchie, avec un filtre. Donc là, c'est un type texte, mais il a un analyseur un peu spécifique, hiérarchie. Le secteur, donc vente, IT, etc., c'est pareil. On lui a fait un champ texte, mais avec un analyseur différent, qui va être le secteur. Donc on va pouvoir regarder comment, une fois qu'on a défini comment on allait stocker nos données, comment on va vraiment bien détailler comment va fonctionner l'analyseur. Je vous ai mis dans un premier temps l'analyseur qu'on utilise par défaut sur nos champs texte. Donc il est custom parce qu'on l'a un petit peu modifié. Le tokenizer, c'est celui qui va tronçonner tous les mots pour en faire la liste de mots qui vont être utilisés. On a un petit char filter qui lui remplace, on va le voir après, des cotes un peu bizarres. Et puis ensuite, on a toute une série de filtres qui vont s'appliquer sur le texte par défaut. Donc lowercase, ASCII folding, le trim, l'élision. Et après, on a 2 dictionnaires un peu de synonymes qui vont s'enchaîner les uns. Donc ça, c'est l'analyseur par défaut. Je vous montre aussi l'analyseur, parce que c'est celui qui nous intéresse, sur la hiérarchie, donc qui s'applique à notre champ hiérarchique. Donc là, on a pareil, il est custom parce qu'on l'a customisé. Le tokenizer, il tronçonne pareil. Les codes toujours, parce que les gens, ils saisissent un peu n'importe quoi. Hein. Les codes, des fois, c'est à l'endroit, à l'envers, un accent grave, etc. Donc on remet des codes pour l'élision. On va voir ça après. Et donc après, on fait lowercase, on met tout en minuscule. ASCII folding, on enlève les et, accent grave, etc. On met tout sans accent. Le trim, on enlève s'il y a trop d'espace. L'élision, elle enlève tout ce qui est L apostrophe, M apostrophe, ça marche aussi en anglais. Enfin, tout ce qui est accroché avec une cote, d'où l'intérêt de normaliser les cotes. Et puis ensuite, on a des dictionnaires. Le premier, ça va être nos synonymes. Donc on va voir comment ils fonctionnent. On a ensuite un dictionnaire de termes hiérarchiques. Donc là, c'est notre thésaurus qui va dire chaque intitulé de poste qui arrive pour être indexé, eh ben on va voir ça va repérer les mots dedans pour en déduire un niveau hiérarchique. Et on stockera dans ce champ-là le niveau hiérarchique ou le secteur qui correspond. Donc on va voir un peu après. Ensuite, on a keepword. Alors keepword, c'est intéressant parce que lui, ça évite d'indexer plein de choses dont on n'a pas besoin. On va juste garder les mots qui nous intéressent. Donc on a des champs un peu spécifiques comme ça. Ça réduit le volume de data indexée et du coup, ça a des meilleures performances. Et enfin, le unique, qui lui permet en fait de garder qu'une seule version des mots. Parce que nous, on n'a pas besoin de savoir, est-ce que c'était plutôt au début, plutôt à la fin. On veut juste savoir s'il y a un mot qui est dans l'intitulé de poste pour pouvoir bien le placer dans le niveau hiérarchique. Alors, là, je vais vous montrer un petit peu les filtres dont on a parlé avant. Comment est-ce qu'ils sont aussi eux-mêmes définis. Parce que nous, on fait vraiment du... Enfin, moi, j'aime bien faire ça, que tout soit parfaitement maîtrisé pour être sûr de qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui passe. Donc, le filtre de type synonyme. Donc, nous, c'est des synonymes. Et on a un fichier texte où dedans, on a mis, par exemple, je ne sais pas... alors, ce que l'on fait, c'est qu'on transforme tout ce qui est pluriel en singulier, tout ce qui est féminin en masculin. Et donc, je ne sais pas, développeuse va devenir développeur, etc. Enfin, vous avez compris. Donc on a un premier dictionnaire qui est comme ça. Et on l'enrichit au fur et à mesure. À chaque réindexation, comme on réindexe tous les week-ends, il suffit de relivrer le fichier texte s'il y a eu des modifications. Et chaque nouvel index va bénéficier de
de ce nouveau dictionnaire. L'élision, donc c'est ce qu'on a dit, ça enlève tous les petites particules qui peuvent être avant et après. Et enfin, on a un dictionnaire de hiérarchie, où là, on a un fichier texte qui est livré aussi sur le serveur. Donc chaque nœud du cluster a un fichier texte. Donc quand on a une nouvelle version de Thesaurus à livrer, on doit le livrer en automatique sur tous les nœuds du serveur. Et c'est pris en charge qu'à la création du nouvel index. Chaque index qui existe déjà, il va fonctionner avec la version du dictionnaire au moment où il a été créé. Ça, je vous le dis au cas où. Alors qu'est-ce qu'on met nous là-dedans? C'est là où on a essayé d'être un petit peu malin. On a fait des dictionnaires où on a d'abord pris tous les gars de notre base et on a fait des statistiques pour essayer de voir quels sont les intitulés de postes qui arrivent le plus souvent. Et ensuite, on les a donc classés par ceux qui arrivent le plus souvent pour les traiter en premier. Et on a fait des grands dictionnaires, donc là c'est vraiment des toutes petites parties. Et donc on a mis toutes les expressions. Et à la fin, on a dit, tiens, on va remplacer par un mot qui ne veut rien dire pour personne, mais ça va être le mot. Donc on a 5 hiérarchies, donc hiérarchie 1, 2, 3, 4, 5, et on a des gros dictionnaires comme ça, où chaque expression renvoie juste vers un de ces termes. Donc là, on voit, j'ai pris des petits extraits, donc ça peut être fait aussi en italien, et on a fait la même chose pour les secteurs. Donc tout ce qui est avocat, juriste, légal, on dit c'est sector 3, et là il y a 16 niveaux. Et donc, dans notre base de données, on a l'équivalent. On sait que quand l'utilisateur veut demander le niveau 4, en fait, on va aller rechercher sur le champ « Donne-moi tous ceux qui sont hiérarchie 1 et qui sont secteur 12, par exemple. » Et donc là, on n'a pas du tout d'analyse sémantique à ce moment-là, mais c'est fait au moment de l'indexation. C'est Elasticsearch. Dès qu'il reçoit du texte sur le champ de type secteur ou hiérarchie, il dit « Ah, j'ai un analyseur particulier. Bon, je vais appliquer la chaîne des filtres. » Donc là, je l'ai dit, je ne l'ai peut-être pas dit précisé avant, mais la liste des filtres que vous définissez, elle a une importance, puisque c'est l'ordre de traitement du texte, comment est-ce qu'il va être analysé à chaque étape pour enfin arriver et être indexé. Et c'est la même chose, l'analyseur est appliqué sur chaque champ au moment de la recherche. Donc si la personne tape du texte, ça passe dans l'analyseur qui correspond au texte, c'est appliqué, et ça va aller aussi avec ce genre de mots. Donc ça va être traduit par Elasticsearch. Si je tape je veux chercher un directeur fondateur, lui il va transcrire ça en hiérarchie 1 et il va me dire dis-moi tous ceux qui ont hiérarchie 1. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bon. Donc on a nos deux dictionnaires. Donc ce que je voulais vous faire, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai quelqu'un qui s'est déclaré co-founder, présidente directrice générale de l'export chez Netflix. Donc la première étape, quand il se passe comme ça, donc nous, on va indexer tous les profils, on n'a aucun pré-traitement, on récupère de la donnée, on pousse ça dans Elasticsearch, et il doit se débrouiller avec la définition qu'il a du champ et les dictionnaires qui existent à cet instant-là. Donc la première chose à faire, c'est qu'il va faire tokeniser tout ça, donc on va se retrouver avec des morceaux, et on va enchaîner ensuite la liste des filtres que l'on a vu tout à l'heure. Le premier va faire le lowercase, donc il prend chaque mot qui a été tronçonné, il met tout en lowercase. Jusque-là, c'est simple. ASCII folding, donc là on va enlever général par général, présidente, président, etc. Donc là on simplifie comme ça. Ensuite on a le trim, là le trim n'intervient pas, il n'y a pas trop d'espace ou de tabulation ou quoi que ce soit, on a fait quelque chose de fin. Élision, donc là il enlève la cote, elle a été corrigée, j'ai mis volontairement une espèce de cote à l'envers, donc elle avait été corrigée par notre petit char filter qui va remplacer. Donc nous, on a décidé de remettre tout à la cote standard. Et donc, du coup, l'élision, il l'a reconnu. Il a dit, OK, le L', je l'enlève. Là, ça devient intéressant. On va passer dans notre premier dictionnaire de synonymes, où on a mis des expressions, et donc qui va commencer à reconnaître qu'est-ce qu'il doit garder. Donc là, il reconnaît que co-founder, c'était deux mots séparés. Nous, on a décidé que c'était un mot, parce que par statistique, on a vu quelles sont celles qui apparaissent le plus souvent. Donc il va remplacer co-founder par co-founder en un seul mot. Présidente, il l'a mis au singulier, masculin, enfin président. Directrice est devenue directeur. Général avec un E, il va devenir général. Et tout le reste de l'export chez Netflix, n'a pas changé parce que c'est pas dans les dictionnaires de hiérarchie, c'est pas dans les dictionnaires de secteur, ça ne l'intéresse pas. Enfin là pour le coup, on fait l'analyse de la hiérarchie. On passe au suivant, où là on a défini nos hiérarchies. Et là il remplace les tokens qu'il connaît par les tokens qui nous intéressent. Co-founder devient hiérarchie 1,
Président devient hiérarchie 1, parce que c'est rempli comme ça. Directeur général, c'est une expression, il la reconnaît, il met hiérarchie 1. Et après, il ne connaît pas 2. Il connaît export, c'est hiérarchie 4, il le remplace dedans. Et chez Netflix, il ne connaît pas les tokens, donc il les laisse passer. On passe à l'étape suivante. L'étape suivante, donc ça, tout ça, c'est fait en live. Au moment où on indexe, on envoie tout le texte à l'indexation. Lui, il fait ça pour chaque document qui arrive. Il fait ça en temps réel, quoi, au moment de l'indexation. Hiérarchie keyword. Alors là, on a dit, comme on n'a que 5 niveaux hiérarchiques ou 16 secteurs, on lui a dit, les mots que tu dois garder par rapport à ce qui va te rester à cette étape-là, c'est hiérarchie 1, 2, 3, 4, 5. Là, il connaît que 1, 1, 1, 4. Les autres, il ne les connaît pas, il les enlève. Donc déjà, on a réduit un petit peu le volume de données. Ensuite, on a le dernier. Là, c'est unique. Donc, il va enlever tous les autres 1 et il va juste garder hiérarchie 1, hiérarchie 4. À la fin, ce qui va être indexé, ça va être juste 2 termes. Donc là, je ne sais pas si on ne le voit pas. Donc c'est intéressant parce qu'au début, on avait 9 mots en entrée, dont plusieurs dont on n'a pas trop d'intérêt. On n'a aucune notion du texte qui arrive parce que tout le monde met tout et n'importe quoi. Par contre, notre dictionnaire, lui, il reconnaît et toute la chaîne permet de reconnaître et d'injecter en fait à l'indexation que 2 tokens au lieu de 9 en entrée. Donc on va être hyper plus petit. Quand on a commencé à faire ça, on a vraiment réduit notre index parce que c'est pas grand-chose de mettre 2 petits tokens à la place d'un champ texte en entier, quoi. Alors, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé une commande curl sur notre index il n'y a pas longtemps pour voir la même chose. Qu'est-ce qu'il va me répondre? Je lui ai envoyé le texte. Et donc, il me répond, OK, à la fin, moi, je vais garder que 2 tokens, ce sera ces 2-là. Et il y aura bien ça d'indexé pour ces champs-là. On a aussi la version du rôle en texte clair. Comme ça, les gens peuvent saisir, donne-moi tous ceux qui sont chez Netflix, Export, etc. Mais on a dupliqué les champs avec des analyseurs spécifiques pour faire avoir dedans exactement ce qu'on voulait. Donc, 5 textes possibles pour la hiérarchie. Je crois que c'est 16 textes possibles pour les secteurs. Et comme ça, c'est hyper pointu. Alors, sur l'indexation des données, nous, on fait, je vous ai dit, un index. Donc, tous les jours, là, à 6 heures, il y a un incrémental. Mais sinon, les données, on voit à peu près le doc count. Là, il y en a 501 millions. Donc, il y a un réplica de ce truc-là. Donc, ça fait 1 milliard de documents à interroger pour savoir qui, chez Netflix, est à l'export directeur général. Ça fait en live. C'est pour ça qu'on a fait ce choix-là, quoi. L'indexation, on a fait un indexeur maison. Il fait une grosse requête SQL sur plusieurs tables avec du JSON généré à la volée parce que MySQL ne connaît pas le JSON. Donc on fait des concaténations de champs pour faire des nested ensuite, etc. Donc la requête est vraiment très lourde, mais par contre l'indexation est hyper rapide. Voilà, cherchez l'erreur. Du coup, on a des requêtes vraiment très compliquées, mais j'ai mis juste un exemple pour ça. On va juste lui dire, donne-moi les champs des utilisateurs dont dans les nested experience ont le champ hiérarchie tout. Ce qui est beaucoup plus simple que de dire, donne-moi tous ceux qui sont CTO ou CEO ou directeur général ou etc. etc. Parce qu'au début, on faisait ça avec Sphinx, il y avait ça, quoi. C'était une liste de où. C'était juste pas possible, quoi. Et plus le dictionnaire grossissait, ça devenait impossible, quoi. Donc voilà comment est classifiée l'information au niveau des niveaux hiérarchiques. On le fait aussi. Alors l'output, j'ai mis l'output de la requête. Donc là, en 200 millisecondes, il nous a dit qu'il y a 26 millions de personnes qui sont dans la hiérarchie 1, quoi. Voilà. Tous les shards ont répondu, nickel. On fait la même chose sur la partie géoloc. On ne voulait pas faire de la géoloc avec Banno, par exemple, en France, qui permet de un peu convertir une adresse. Vous avez une adresse de rue, 5 rue de la Pompe, c'est quoi la géoloc exacte, etc. Puisque chez Bypass, on est à l'international, donc on a des gens en Italie, etc. Enfin, partout, aux US, en Australie. Donc on ne pouvait pas essayer de trouver
une solution pour résoudre ce problème. Par contre, on a eu l'idée de se dire on va faire la même chose que les dictionnaires qu'on a fait tout à l'heure, mais on va faire des dictionnaires de géologues. Et c'est assez simple. Surtout qu'on utilise Wikipédia, on dit donne-moi toutes les villes de France, donne-moi tous les départements de France, donne-moi toutes les régions. En fonction de quand on ouvre un pays, on va sur Wikipédia et on extrait les régions de l'Irlande et les 10 villes principales. Donc qu'est-ce qui se passe par exemple avec une rue là il n'y a même pas marqué France, mais voilà. Donc on fait un coup de lowercase et il nous reste ces tokens-là. Et nous on a un dictionnaire qui nous dit que l'expression Boulogne-sur-Mer, en fait c'est la région Pas-de-Calais. Ok. Et puis après, on a un autre filter qui va nous dire que donc ça donne pas de Calais, ça remplace par pas underscore de Calais. Donc on sait que déjà dans la région, on va être plutôt dans une région du Pas-de-Calais, peu importe le nom de la ville. Hein. Donc on a vraiment pas mal de villes de mis dans nos dictionnaires. Ensuite, on a un deuxième dictionnaire qui dit que le Pas-de-Calais, en fait, voilà, c'est la France. Ok. Donc on saura que cette personne-là, malgré qu'il n'y ait pas marqué France dedans, on sait quand même qu'elle est en France. Et en plus, on a un token unique, ce qu'on n'a pas fait sur ceux d'avant, mais on a mis un unique. Et les keywords, c'est les 250 pays du monde. Donc on sait qu'on gardera que les 250 pays si on les a reconnus. Si la personne a mis un texte bizarre, rue de la Pompe dans le 27, on ne l'aura pas, le champ il sera vide, il n'y aura rien dedans, on n'aura pas fait grossir notre base inutilement. Ouais, on est un peu en retard. Et donc on a un champ aussi parce qu'il y a des utilisateurs qui travaillent par des grands territoires, donc qui peut être le continent. Donc on a mis aussi, on a les 5 continents. Donc on sait aussi que la France fait partie du continent européen. Et donc là c'est pareil, on a mis les 5 continents. Et donc dans le champ continent, il y aura uniquement que le champ Europe pour cette personne-là, qui aura mis du texte, qu'on ne saura pas trop l'analyser, on n'a pas cherché à le géolocaliser, etc. Mais ça permet dans l'organigramme qu'on voyait tout à l'heure de dire, ok, donne-moi ceux qui sont, alors déjà de construire la pyramide, donne-moi ceux qui sont dans le secteur de l'IT et qui travaillent à Shanghai, et paf, ça s'applique tout de suite. On va directement taper avec la requête sur un champ hyper spécifique, quoi. Voilà, pour la classification automatique. C'était s'il y a des questions, on y reviendra tout à l'heure. Je vais passer peut-être un petit peu rapidement, mais on va voir. Sur Kibana, c'est pas mal, ça répond à la question qu'on avait tout à l'heure. Donc nous, on avait besoin, on était startup, on avait besoin d'un dashboard dynamique et clair. Okay. On avait besoin d'un minimum de sécurité, il ne fallait pas qu'il soit ouvert sur le web et que les gens aillent voir ou quoi que ce soit. On voulait que ce soit dans l'application, pour que quand l'utilisateur est authentifié dans notre application, il puisse avoir un petit dashboard. Et il fallait que ce soit fait pour la veille et qu'en plus que ce soit gratuit. Donc là, c'était un peu compliqué. J'ai fait vite fait le tour des solutions. On n'avait pas envie de réécrire des dashboards avec iChart ou je sais pas quoi, parce que de toute manière, on ne savait pas faire, on n'avait pas le temps. Et donc voilà. Et moi, je connaissais Kibana, donc je me suis posé la question de savoir comment je peux mettre en fait Kibana dans mon application. Donc là, je vous ai mis, en fait, on a fait une solution très simple. Donc il y a l'utilisateur, il passe par Internet, il est logué sur notre Tomcat, il est dans l'application. Et en fait, on a une servlette qui fait le proxy entre les URL de l'application. Et tout passe par cette servlette proxy qui, de toute manière, est authentifiée dans le Tomcat. Donc je n'ai pas mis le code, parce que là, je vous ai mis, il y a des petites subtilités, etc. Mais voilà, c'est read-only et c'est sécurisé. Le Kibana, il est dans le cloud, il n'y a aucun problème, personne ne peut y accéder. Et à l'intérieur de l'application, alors on va d'abord dans Kibana, on a créé nos petits, donc pour ceux qui connaissent les petites visualisations, ensuite on fait le dashboard, etc. Une fois qu'on a fait notre index de reporting et que notre dashboard il est branché dans Kibana, on le met derrière la servlette. Donc la servlette, on fait du GWT, pas de commentaire. On a une iframe dedans. Dans cette iframe, on met l'URL que l'on a préparé avec des choses, underscore query et underscore période. Et quand l'utilisateur sélectionne une période ou une team différent ou un utilisateur différent, on remplace l'URL, on rafraîchit l'iframe. Et donc du coup, bim, on a dans l'application, donc là, il y a des filtres en haut, et le dashboard qui est directement embedded dans l'application. Ça répond aux besoins, rapide, simple, efficace et gratuit pour le coup. Voilà pour la partie, donc là on a une petite minute de retard. Voilà, après on pourra passer aux questions.